Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine l'enjeu de la vidéosurveillance. Les caméras sont présentes partout dans nos rues. Même les campagnes n'y échappent pas pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Un reportage de Moselle Télévision à suivre dès le début de ce journal. Il a plus de 150 ans et promet un voyage dans le temps à tous ceux qui en jouent. Un piano de 1859 est actuellement utilisé par le Conservatoire de Limoges. Une expérience musicale extraordinaire que nous racontera la rédaction de 7 à Limoges. Extraordinaire aussi la palmeraie du Sartou dans le Gers qui conduit ses visiteurs dans une expérience florale et exotique. Un espace naturel de 10 hectares à découvrir en fin de journal avec La Dépêche du Midi, notre partenaire. Des images superbes garanties. Il est devenu difficile d'y échapper. Vous en croiserez sûrement durant vos vacances d'été. Les caméras de surveillance se multiplient sur les façades des bâtiments publics et dans nos rues depuis une vingtaine d'années. Difficile pour les collectivités de ne pas céder à cette tendance sécuritaire. Et si les villes restent bien sûr les plus surveillées, les villages et les campagnes, eux aussi, désormais, sont scrutés. Exemple en Moselle avec ce reportage de Jean Milon pour Moselle Télévision, la chaîne locale sur place. Et c'est ici qu'effectivement, avant la pose des caméras, on avait systématiquement un amoncellement de tout, de rien. On a surpris des gens à essayer de rentrer des seaux à coups de pied dans ces collecteurs de papier. Donc ça ne pouvait pas continuer. Ça pouvait pas continuer. Et vous voyez, aujourd'hui, on a retrouvé un site qui est propre. Suite aux incivilités à répétition, ce maire a décidé d'investir dans la vidéosurveillance. Depuis 2020, 3 caméras ont été installées dans des endroits stratégiques du village. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Et ça, il faut absolument que ça soit respecté. Et pour justement respecter ce proverbe, la commune, comptant pourtant moins de 1000 habitants, va continuer à investir. Néanmoins, il existe bel et bien un bémol. Le maire redoute un déplacement du problème dans les villages voisins. C'est pour cette raison qu'ici, à Voipy, une police intercommunale a été créée en 2006. Car la ville est suréquipée. À l'heure actuelle, elle compte 148 caméras, soit une pour environ 70 habitants. Un ratio plus élevé qu'à Nice, la référence française en termes de vidéoprotection. Mais je présume que si elles ont été posées au coût que ça doit coûter, c'est qu'il y avait une raison valable. C'est beaucoup plus sécurisant. Surtout pour les enfants, quand ils rentrent à l'école, qui rentrent à pied, ce genre de choses-là, en fait, c'est plus sécurisant de savoir que si jamais ils rencontrent un problème quelconque, en fait, ils soient surveillés entre guillemets. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose sur le plan sécurité. Par contre, sur le plan de liberté individuelle, je trouve que c'est une grosse question. Sur cette problématique justement, la ville est très rigoureuse. Seul le domaine public est surveillé. C'est défini dès le départ, dès l'installation des caméras, les zones qui sont de l'issue du privé. Et donc forcément ne sont pas, on va dire, ni enregistrées, ni vues. Et on ne peut pas retirer ces filtres. Et si infraction il y a, elle doit être constatée en flagrant délit par l'opérateur. Sinon, il faut demander une réquisition aux forces de l'ordre. On voit qu'en l'espace à peu près de 10 ans, nous avons divisé par 11 le nombre de délinquants sur la commune. Et les caméras, et bien sûr l'ensemble des équipes qui font partie de la police municipale, ont permis, on va dire, de pouvoir diminuer et diviser ces chiffres. Récemment, le conseil municipal de Voipy a voté son budget. D'ici fin 2022, la ville comptera près de 200 caméras. Des dispositifs qui seront d'ailleurs encore plus sophistiqués, avec par exemple des alertes automatiques lors d'infractions au code de la route. Les technologies et le numérique à la portée de tous, écrire un SMS, jouer en ligne ou tout simplement passer un appel, des gestes ordinaires pour la majorité d'entre nous, mais qui peuvent être un défi pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Pour les aider et les accompagner dans leur démarche, une association de la Sarthe propose des ateliers adaptés. Un reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe, regardez. Phrase. 4. Approfondir la frappe de l'alphabet. 3. La fin de l'alphabet. Pour les malvoyants, accéder à l'informatique n'est pas toujours simple. Christina travaille sur un logiciel vocalisé. Comme ma vue a baissé récemment, en fait, je cherchais à me réadapter et du coup à chercher plutôt des adaptations vocales. Donc pour continuer de travailler et pour mon quotidien. Concrètement, elle apprend l'utilisation du clavier comme en dactylo. Une première étape avant d'utiliser des applications qui permettent de communiquer à l'écrit.
Les gens donc viennent avec des demandes particulières. Certains, ça va être juste de pouvoir téléphoner, de pouvoir envoyer un SMS, de pouvoir créer un contact. Et ça peut aller jusqu'à des utilisations de loisirs, par exemple lire un livre audio. Vous trouverez en pièces jointes le courrier du Marie-Thérèse perd progressivement l'usage de ses yeux. Elle est venue en train depuis Alençon pour apprendre à se servir de son smartphone autrement. J'ai envie de continuer à avoir des relations et tout ça, donc il faut prendre les moyens, quoi. Encore là pour le moment je me débrouille encore parce que je vois encore un petit peu, mais c'est sûr que j'ai intérêt à préparer, quoi. C'est justement l'objectif que poursuit le comité Valentin Haüy au travers de son centre de formation. Faire en sorte que la vie sociale ne baisse pas en même temps que la vue. Le fait de remaîtriser de nouveaux actes qui vont permettre de récupérer de l'autonomie, redonne de la confiance en soi. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'hyper important, quoi. Le pôle autonomie est ouvert à tous les déficients visuels. Vous pouvez contacter l'association au 02 43 24 20 13. Direction la Martinique maintenant dans cette édition pour découvrir l'initiative originale d'une association qui a décidé d'ouvrir le monde des médias aux seniors. Grand Moon TV diffuse des interviews et des reportages réalisés par des personnes novices en la matière. Objectif, créer du lien entre les générations et former au numérique les concernés. Sujet de José Lechertier pour Via ATV en Martinique. Regardez. Action. Bonjour. France a toujours voulu connaître le monde de la télé. Aujourd'hui, elle incarne le rôle d'une présentatrice. Plateau, éclairage, caméra, micro, elle découvre l'envers du décor. J'ai eu cette possibilité de scruter effectivement ce monde de l'audiovisuel qui fait partie de notre quotidien. Donc pour moi, c'est tout naturel, c'est tout naturellement que je manifeste une curiosité pour cela. L'association Happy Silver place les seniors sur le devant de la scène avec ce projet ambitieux, leur permettre de créer des reportages, des émissions, d'être des acteurs de l'actualité. C'est aussi l'occasion pour ces retraités d'apprendre un nouveau métier. Nous aurons la partie technique, c'est-à-dire montage, montage du matériel, mais aussi, bien sûr, montage concrètement sur un logiciel professionnel pour que l'émission, en fait, soit, pour l'instant, visible sur YouTube. Place à la pratique, mais avant d'aller sur le terrain, l'équipe effectue des recherches. Donner la bonne information est primordial. Je fais la recherche à savoir ce que sont les fake news. Ça peut servir aussi à informer les autres. Et pour veiller sur tout le monde, Daniel, il connaît l'audiovisuel sur le bout des doigts. C'est vrai que c'est la première fois que j'enseigne pour des seniors et je les sens très réceptifs, très passionnés, d'ailleurs aussi passionnés que les jeunes. Et ça, c'est très bien, c'est de bon augure parce que contrairement à leur train-train ou la retraite, rester à la maison, là, ils viennent carrément s'amuser. L'exercice du jour, réaliser un micro-trottoir dans le bourg du Saint-Esprit, un challenge relevé avec succès. Après la mode des burgers, des sushis ou encore des ramen, c'est le Pokéball qui s'invite dans nos assiettes depuis quelques années. Les restaurants spécialisés dans ce plat hawaïen fleurissent un peu partout en France, comme à Nantes. La ville en compte une quinzaine. Leur promesse, c'est vous offrir un repas bon pour les papilles et bon pour la santé. Alors est-ce vraiment le cas? Reportage sur place de la rédaction de Télé Nantes, regardez. Pokawa, Pokai, Awa Balls, Eiko, Komezu Ball. Le point commun de cette quinzaine de restaurants nantais, le poké. L'idée de base, ça va être d'être sur une base de riz vinaigré avec des crudités. Le concept même venant d'Hawaï à la base, c'est de rajouter un fruit, donc ananas ou mangue, avec du poisson cru. Ce restaurant sur l'île de Nantes est le 3e de la marque dans la Cité des Ducs. Ici, on fait environ 120 pokés par jour, avec seulement 5 salariés. Un concept rentable, forcément copié. C'est vrai que c'est un concept qui marche bien, comme je disais, qui est un peu à la mode dernièrement. On a vu beaucoup d'ouvertures depuis l'été dernier en fait. Car l'offre de ces restaurants est prometteuse. Un plat complet, équilibré avec des produits frais. Et les clients sont convaincus. Je trouve que quand je mange, ça me fait quand même du bien en fait. Parce que je trouve que c'est sain et les produits sont assez frais quand même. C'est assez simple, c'est assez santé. Donc ça permet de nous faire plaisir tout en mangeant équilibré. Alors le poké tient-il vraiment ses promesses? C'est assez rassasiant, on a des protéines, on a des fibres, on a des légumes. C'est vrai que là, le niveau index glycémique, on est assez haut mine de rien, parce qu'on a le riz blanc qui est un peu surcuit, on a de la mangue. Donc plus le taux de sucre augmente,
Donc c'est moins intéressant sur l'énergie sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petites hypoglycémies dans l'après-midi. Conseil de la diététicienne, une base de quinoa ou de riz noir, évitez les sauces très sucrées ou salées et préférez une simple huile végétale. Quoi qu'il en soit, l'essentiel reste de se faire plaisir. Il n'y a pas d'interdit, mais c'est essayer de manger le plus possible des produits bruts, moins industriels possible. Et là, on est quand même sur des produits bruts, donc c'est plutôt très positif. Voilà, l'idée Pokéball est donc validée et vous inspirera peut-être pour vos repas cet été. Cet été, justement, parlons-en, vous en profiterez sûrement pour vous détendre et lire quelques romans, rester coincés dans vos tiroirs peut-être. Alors rendre accessible la lecture, ou plutôt les bouquins, c'est l'un des objectifs d'Yves Rossati, l'auteur d'une rubrique littéraire publiée sur l'un des sites de la région PACA. Yves Rossati, bonjour, oui, merci d'être avec nous depuis la très belle ville de Nice. Alors dites-nous, comment vous est venue l'idée de créer cette rubrique appelée « T'as lu quoi » ? C'est une envie, moins qu'une idée, parce que en fait j'avais envie qu'on parle bouquin un peu comme on en parle entre amis, comme je pouvais en parler aussi, hein, évidemment. De mon point de vue, là encore, un bouquin c'est évidemment un titre qui provoque le désir. Un bouquin, ça parle d'abord au cœur du lecteur qui, j'en suis certain, sera très content qu'on lui pose cette question. En fait, madame, monsieur le lecteur, t'as lu quoi ? Sans vouloir vous paraphraser, t'as lu quoi ? C'est quoi, Yves Rossati ? T'as lu quoi ? C'est d'abord parler de bouquins écrits par des auteurs de Nice et alentour, de la région sud. C'est également et surtout parler de manière accessible du bouquin autour de 3 questions simples, essentielles. On en pense compte du titre, de l'histoire et des personnages. C'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre, quel que soit son âge, et surtout ses références culturelles. Avez-vous des projets particuliers pour la rentrée ? Des projets, évidemment. Des projets, j'en ai. Le premier, c'est que souvent, les gens me disent que mon cœur de cible, ce sont les lecteurs du dimanche. Les lecteurs du dimanche, c'est des personnes qui ne sont pas forcément, n'ont pas le réflexe bouquin, en tout cas régulier, qui ne connaissent pas forcément les grands auteurs. Eh bien, pour ces lecteurs du dimanche qui me sont acquis, il reste maintenant, pour moi, à conquérir les lecteurs des 6 jours restants. Le deuxième point, c'est également renforcer la présence de T'as lu quoi dans le 06, en nouant des partenariats médias, radio, télé et magazine. Avant de se quitter, Yves, pourriez-vous nous donner 2 idées de livres, ou plutôt de bouquins pour cet été ? J'ai une sélection de 2 genres de bouquins que je vous invite à découvrir sur mon site. Ce seront d'abord 4 BD. Leur particularité, c'est qu'elles sont publiées par le plus vieil éditeur de la région sud, Tartamundo. Et le deuxième bouquin, très contextuel, parce qu'on le sait bien, les vacances sont propices à l'amour. Eh bien, c'est un petit bouquin publié par un éditeur qui a plus de 70 ans, qui se bat, les éditions du Capitaine, qui a découvert une pépite, Christine Fabre, qui parle de manière délicieuse de l'amour avec un grand A, mais rassurez-vous. Merci Yves Rossati. Tous vos conseils lecture sont à retrouver notamment sur le site internet Le Petit Niçois. De la littérature à la musique, partons à la découverte d'un instrument historique, un piano Steinway, fabriqué à New York en 1859. Il est actuellement utilisé par les élèves et les professeurs du Conservatoire de Limoges, avec une particularité, permettre aux pianistes contemporains d'entendre la reproduction des sons imaginés au moment de l'écriture d'une œuvre. L'instrument fait l'objet bien sûr de toutes les attentions des pianistes locaux. Un reportage de Benjamin Delmas pour 7 à Limoges sur place. Des touches d'ivoire patinées, une table d'harmonie sans fin, plus que centenaire, ce Steinway américain fait puissamment sonner ce prélude et fugue de Jean-Sébastien Bach. Au clavier, Émilie, ancienne élève et musicienne du conservatoire, ne boude pas son plaisir de jouer sur un tel instrument. Je trouve que c'est très agréable de jouer dessus. Le son est très différent et le toucher aussi. C'est particulier parce que en fonction de la tessiture, on a des textures de son extrêmement différentes. Et c'est très enrichissant aussi pour comprendre comment écrivaient les compositeurs en fonction des époques et en fonction des fabricants de piano. En fait, moi j'ai comptabilisé, il nous faudrait au minimum 5 pianos historiques qui nous permettent de couvrir les périodes de l'histoire de la musique. Sorti de l'usine new-yorkaise Steinway en 1859, ce piano a été joué par des générations de musiciens.
Accordé par un passionné, il retrouve ses sonorités d'antan. L'accord d'un piano, c'est pas une opération qui consiste à mettre une aiguille au milieu d'un écran, c'est mettre un corps sonore en harmonie avec l'univers à un moment donné, dans un lieu donné, pour une personne donnée. L'accord, c'est rechercher en permanence, au niveau des émotions, au niveau du ressenti, la justesse. Une chose est sûre, les pianos historiques comme ce Steinway ne demandent qu'à être joués, et ce pour longtemps encore. Une belle histoire musicale pour ce piano historique qui nous conduit également à Bordeaux, où la passion pour la musique se conjugue avec l'amitié. Ils sont radiologues, avocats ou informaticiens et forment ensemble un groupe, les Blue Note Sextet. Parmi ces amateurs de jazz, Jean-Didier Lange, disparu il y a quelques mois, était l'ancien président des Girondins de Bordeaux. Ce groupe a publié il y a quelques mois un deuxième album et Christophe Rigaud est allé à la rencontre il y a quelques mois de Jean-Didier Lange et de son groupe. Regardez ce reportage, autant à voir qu'à écouter. Toutes les semaines, c'est un rituel pour ces passionnés de jazz. Ils ont rendez-vous dans les environs de Bordeaux pour partager leur amour de la musique. Ils sont ingénieurs, informaticiens, radiologues ou médecins, et ils entretiennent depuis 13 ans une amitié musicale, sous la houlette de Jean-Didier Lange, avocat et ancien président des Girondins de Bordeaux, pour qui le jazz occupe une grande place dans sa vie. La musique, ça permet de sortir complètement de soi. C'est la seule chose qui vous tienne éveillé la nuit pour certains. Et c'est la seule chose où on ne voit pas passer le temps, quoi. Donc on peut se retrouver à 3h du matin, très éveillé, très excité, et on a toujours envie de jouer, quoi. Donc c'est un truc qui vous fait sortir de vous-même, quoi. Au sein du groupe Blue Note Sextet, on retrouve des parcours et des niveaux musicaux différents, mais aussi toutes les influences. J'ai beaucoup accroché avec des gens comme Chick Corea, comme Pat Metheny. Voilà, c'est plutôt ça. Enfin, s'il y a des gens que je kiffe vraiment dans le jazz, c'est... Je suis venu au jazz par le jazz rock. J'ai commencé par écouter ça quand j'étais adolescent. Et petit à petit, j'ai un peu fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai remonté le temps, quoi. Et pour le choix des morceaux, la décision est collégiale. Personne n'impose rien. On propose, s'il y en a un qui n'est pas satisfait du morceau, on laisse tomber, purement et simplement. Il n'y a pas de discussion. Tout se passe dans la détente et la bonne humeur. Si le groupe est composé de musiciens amateurs, ils viennent pourtant d'enregistrer récemment leur deuxième album. Un aboutissement pour ces amoureux du jazz. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu enregistrer un disque. Donc oui, c'était une grande fierté, quoi, d'arriver à enregistrer un disque. Puis on a la chance d'avoir Marc qui nous a fait un travail fantastique. Jouer ensemble pour partager et se faire plaisir, c'est la principale motivation de Ludovic, le dernier arrivé dans la bande. Mais cette aventure lui a surtout permis de progresser. Là, c'est vrai, on peut être porté, on entend le piano qui va faire ça, on entend un tel qui joue ça, et ça nous donne des idées, c'est ça l'interaction. Et donc la semaine d'après, on va travailler, puis on va continuer à essayer de reproduire les choses, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'était un hommage à Jean-Didier Lange, ancien président des Girondins de Bordeaux et leader de ce groupe de musique, de jazz. Restons dans le sud-ouest. Dans ce journal, la Cité du vin de Bordeaux accueille jusqu'au 28 août une exposition exceptionnelle consacrée au thème du vin et de l'alcool dans l'œuvre de Picasso. Le génie espagnol a multiplié tout au long de sa vie les clins d'œil aux boissons alcoolisées. Plus de 80 œuvres y sont présentées avec des prix exceptionnels des musées Picasso de Paris et de Barcelone. De quoi donner le tournis avec modération, bien sûr. Picasso, l'effervescence des formes, une découverte d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux.
Ne voyez surtout pas dans l'œuvre de Picasso la seule évocation des plaisirs de l'ivresse. Dans l'effervescence des formes, le peintre espagnol magnifie le vin et les alcools populaires dans toutes leurs dimensions. Le vin, c'est un plaisir de la vie, mais c'est aussi un symbole de la vie, des forces de la vie. Et Picasso a toujours voulu intensifier cet aspect-là de l'existence dans son œuvre, à travers finalement toutes les révolutions formelles qu'il a su susciter, créer. Et donc, pour nous, il y avait là une conjonction entre la fonction du lieu, rappeler ce qu'a été le vin, les civilisations du vin, hein, nous en sommes les héritiers, et puis l'art de Picasso. C'est aussi une culture qui rejoint son catholicisme, c'est aussi une culture qui rejoint l'héritage des Grecs, le thème des bacchanales, le thème des dieux et du vin des dieux. 3 ans ont été nécessaires pour rassembler les 80 tableaux et sculptures de cette exposition. Elle montre la place du vin et des alcools populaires dans le travail du peintre grâce à des prêts exceptionnels des musées Picasso de Barcelone et Paris et de collections personnelles. La Cité du Vin en a eu l'idée 1 an après son ouverture, lors de sa première exposition artistique en 2017. La première exposition artistique qu'a proposée la Cité s'appelait Bistrot et avait d'ailleurs une œuvre, mais une seule œuvre de Picasso. Et l'idée est née de se dire, mais finalement Picasso a dû faire, et il a fait beaucoup de choses autour du vin et des alcools. Donc voilà, c'était un projet un petit peu fou qu'on est très content de voir se réaliser aujourd'hui. L'exposition est visible tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 28 août. Voilà une autre idée de sortie pour vos vacances d'été dans les Yvelines. Le Parc aux Étoiles permet d'en savoir un peu plus sur l'univers et les astres qui le composent. Une initiation à l'astronomie rendue possible grâce à une exposition et à l'observation du ciel. Un reportage découverte presque la tête dans les étoiles déjà de la rédaction de TV78, la chaîne des Yvelines. Observer les étoiles à travers la plus grande lunette astronomique de France et contempler les astres, c'est possible au Parc aux Étoiles. 2e site le plus haut d'Île-de-France, il est situé en plein cœur de la forêt de Lautil à Triel-sur-Seine. Sa position lui permet de s'éloigner de la pollution lumineuse. Le musée au sein du parc permet d'en découvrir un peu plus sur l'astronomie et l'astronautique grâce à un médiateur scientifique. La visite se déroule dans cette première galerie. Commence il y a à peu près 13,5-6 milliards d'années dans ce qu'on appelle communément le Big Bang, progresse vers la formation des galaxies, des explications sur des phénomènes plus complexes comme par exemple les trous noirs ou la formation des systèmes planétaires. La seconde galerie du musée s'articule autour d'événements majeurs comme le premier satellite artificiel Spoutnik ou encore l'arrivée de l'homme sur la Lune en 1969. Et pour les plus passionnés, la grande lunette astronomique est ouverte au public. Elle permet d'admirer le Soleil le jour ainsi que la Lune et les planètes la nuit. Grande lunette Charles Lapoille, donc, qui a été réalisée en 1895 dans les ateliers Gustave Eiffel. Voilà, c'est un instrument exceptionnel puisque c'est la plus grande lunette de médiation scientifique en France. Autre outil, cette camionnette nommée Léonard en hommage à Léonard de Vinci, premier ingénieur de France. Le Parc aux Étoiles sillonne ainsi les Yvelines pour apporter la science en dehors de ses murs. Léonard, c'est aussi 6 télescopes de type Dobson qui nous permettent d'intégrer des sites d'observation un peu partout sur notre territoire. Rendre accessible l'astronomie et la science au plus grand nombre et susciter la curiosité scientifique dès le plus jeune âge, voici l'ambition du site. Durant les vacances scolaires, il organise des ateliers pratiques pour les enfants de 5 à 16 ans. Il dispose même de sa propre chaîne YouTube lui permettant de vulgariser certains sujets, toujours avec un aspect ludique. Voilà, partons pour un voyage exotique dans le Gers pour terminer ce journal. La Palmeraie du Sartou offre un spectacle unique de verdure pour les visiteurs depuis plus de 20 ans. Des milliers de palmiers côtoient bambous, nénuphars et une impressionnante mosaïque florale, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Une expérience étendue sur 10 hectares qui transporte les visiteurs à l'autre bout de la planète. Écoutez ce propos de la propriétaire du site. Elle répond aux questions de Clément Gassi de la Dépêche du Midi. Le palmier dans l'imaginaire collectif, c'est quand même toujours les vacances, l'évasion, c'est les îles, c'est les lagons bleus. Et ici, si vous voulez, on a reconstitué un micro-endroit de rêve. Et les visiteurs nous sont très reconnaissants de ça, ils nous le disent souvent. Ils ont voyagé.
C'est très valorisant pour le travail qu'on a accompli ici, puisque c'est 40 ans de travail parfois difficile, mais notre récompense, elle est là. Voilà, de bien belles images pour terminer cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.